Hello à tous, je suis avec Lionel Maltez, consultant en stratégie, en marketing événementiel depuis plus de 20 ans auprès de Jean-François Cojol. Tu interviens dans la stratégie de plusieurs tournois de tennis, dont l'Open 13 de Marseille, où tu es présentement. Tu as bossé dans l'organisation de 6 tournois pro, j'ai vu. Ouais, BNP Paribas Master, Master France à Toulouse, qui n'existe plus, je crois. c'est clair. Open de Nice, Côte d'Azur, Open Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon, WTA Bruxelles Open. Qu'est-ce qui rend, selon toi, l'Open 13 de Marseille unique pour commencer? Ah, je pense que c'est le fait que les organisateurs soient locaux, notamment Jean-François Cojol, qui est un Marseillais pur souche et qui entretient des relations à l'année avec l'ensemble voilà, je veux dire, c'est que des événements qui sont très régionaux, même s'il y a des joueurs internationaux et des partenaires internationaux, mais ouais, il y a une grosse implantation locale. Et ce qui la rend unique, je vais être très simple, c'est que c'est la même équipe depuis 1993. Ouais, c'est C'est incroyable, c'est une assez affaire unique. familiale d'ailleurs. C'est assez unique, j'allais dire, dans le sport professionnel tout court, hein. Je crois que maintenant que Jean-Michel Aulas a vendu l'Olympique lyonnais, il avait gardé à peu près une ossature depuis 1986. Mais si on regarde les fédés, les autres événements, etc., là Jean-François, son frère Patrick, ma famille, puis d'autres personnes, Aurélie Fersin qui travaille aussi dans le tournoi, Yann Fritz, etc., Maël, Gourville, sont toujours les mêmes personnes, ce qui fait qu'il y a un effet d'expérience assez solide. Et voilà, on peut parler d'une espèce de fidélité organisationnelle, même si c'est très familial. Et voilà, il y a un article aujourd'hui dans l'équipe, dans le journal L'équipe qui retrace ça. Et c'est vrai que ce qui la rend unique, c'est que depuis 1993, on est toujours les mêmes, quoi. Donc, on fait tout, enfin, on fait pas toujours la même chose, on essaie de s'améliorer. Mais voilà, et on a évolué. Et Jean-François, il a pas d'âge, en fait, on va dire ça comme ça. Il est intemporel. D'ailleurs, on a fait un hors-série il y a 2 ans, Ouais, 2021, avec lui, si vous voulez écouter. Et là, je suis plutôt content de faire un second hors-série sur le tournoi, mais avec une autre personne de l'orga qui a un rôle différent, enfin peut-être voilà, dans la stratégie, dans l'ombre qu'on connaît moins. Et allez taper dans YouTube ou sur Google hors série Tennis Légende Open 13 parce que c'était mythique. C'était avec Jean-François qui était dans une crique avec sa ouais. femme qui bronzait derrière. C'était fabuleux. C'est à Ah, l'image du personnage. c'est un personnage, c'est une personnalité et voilà. A priori, bon, moi je l'ai moins connu en tant que joueur, mais en tant que joueur, il était assez spécial aussi. Ouais, Mais voilà, il est singulier, il n'est pas comparable. clairement. C'était une semaine avant le tournoi et je lui dis, ça va, t'es pas trop dans le jus? Oh non, nickel. Ouais, après, C'est exceptionnel. ça fait partie du personnage, mais dans tous les cas, quoi qu'on en dise, depuis 1993, il est là Ouais. et voilà, il y a Patrice Dominguez qui a fait pas mal de tournois et il y a Gilles Moreton aussi qui a organisé le Grand Prix de tennis de Lyon, qui a fait pas mal de choses. Il y a Julien Bouter, il y a Seb aussi, Grosjean qui fait des choses, Thierry Assion. Et c'est vrai que Jean-François aujourd'hui, je crois que j'ai compté, il en est à 50, plus de 50 tournois organisés. C'est quand même pas mal. C'est solide. Il y a Rosset, Becker, Forger, Roger, Rafa, Kyrgios, ils sont tous passés à Marseille. Lequel t'as le plus marqué et pourquoi? Alors moi, petit, c'est Becker, c'est clair. Pourquoi? Parce que je suis un fou furieux de basket. Et quand j'étais ramasseur de balles, je restais assez tard le soir, je regardais les matchs, etc. Parce que ça me passionnait. Et j'ai toujours un ballon avec moi et je vais shooter. Et je fais tomber mon ballon, il récupère le ballon, il était à 3 points, on va dire ça comme ça, dans le palais des sports. Et il shoot et il switch, il switch, il switch. Et moi, je parlais un petit peu anglais. Et je lui ai dit, mais il est incroyable. Et il me dit, mais oui, mais j'ai eu un très, très bon niveau de joueur de basket en Allemagne, assez professionnel. Et c'est quelqu'un qui parlait pas trop, qui était, avec un regard, il était impressionnant, etc. Et là, il était décontracté à shooter, en plus, mais super fluide et tout. Incroyable. Et voilà, j'ai eu pas mal de potes, j'allais dire, même si ça reste professionnel, de joueurs de tennis avec qui je me suis bien entendu parce qu'on avait cette passion pour le basket, avec Nick Kyrgios par exemple, parce qu'on adore les Boston Celtics tous les deux, ou Gaël Monfils, où j'ai fait des soirées, malheureusement, pendant les tournois à Nice, où on regardait les playoffs, parce qu'il regardait les playoffs la nuit.
voilà, il y a quelques vrais gros passionnés de sport là-dedans, Roger aussi. Donc, euh, donc ça, c'était, voilà. Après, non, ce qui était bien sur les tournois, c'est de voir les Français. Là, tu vois, je suis à Marseille, j'aimerais bien qu'Arthur Fils, peut-être qu'il va jouer Yannick Sinner au second tour s'il passe sa Fioline. Mais ouais, les grosses victoires de Joe, les premiers, enfin voilà, moi je me rappelle aussi, c'est ma génération de Seb Grosjean et Arnaud Clément qui font une folie en Australie et qui viennent ici. On avait fait un poster, ça s'appelait Au grain des gains, pour ceux qui connaissent pas trop le langage marseillais, on a peur de personne. Et voilà, il y avait Escudé aussi qui est pas voilà. Et donc tout ça, c'était voilà. Marseille, c'est un peu passionnel. Donc au final, il y a le football, mais moi je me rappelle du match d'Arnaud Clément contre Rafa Nadal. C'était très 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 chaud quand même. C'était très chaud. Je veux Avec dire, la guêpe qui était ah rentrée ouais, la dans le petite polo guêpe de qui Rafa. pique. Rafa, je Alors il crois. m'en veut un peu Arnaud parce qu'il me dit, tu crois que tu vas me dire que j'ai gagné à cause d'une guêpe? Non, mais bon, donc ça fait non, mais quand même ça existait. Franchement, C'est le comme ça lâcher de guêpe sur Rafa, c'était osé, quoi. ouais, le lâcher de game sur Rafa. Mais il a rien dit. Mais il a fait un match de fou. Il y avait des gens Ouais. dehors, Gassi, etc. Puis il gagne le tournoi. Il avait une wild card. Il gagne chez lui avec toute sa famille, etc. Donc voilà. Joe, pareil. Joe, il a mis le feu au Nick Kyrgios, tu vois, des joueurs un peu charismatiques. Et je crois bien en Arthur Fils là-dessus. Je pense que c'est un gars qui a un peu ce tempérament, qui peut faire lever les foules, qui a cette petite grinta, etc. Mais ouais, Joe Wilfried, il sauve des balles de match sur pas mal de joueurs. Il fait des matchs sur Joko ici, assez incroyable. Et voilà, un peu à la, ouais, un tennis un peu animal, tu vois. Hmm. Comme la surface est rapide, etc. Et comme nous, on se prend pas trop la tête, tu vois, je suis dans mon bureau, on est plutôt cool avec eux, on les amène dans nos restos, on fait gaffe à eux, etc. Mais on reste super pro, mais on vit le truc avec eux parce qu'on respecte vachement ce qu'ils font, tu vois. Je suis Stanislas qui est ici, C'est et il le adore seul le tennis. d'ailleurs à l'appeler Stanislas, hein. Ouais, mais il a pas, il a jamais trop gagné sur indoor. Je crois qu'il a gagné que à Rotterdam, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Ici, il perd sur Benoît Paire, il perd sur Stakowski, sur des joueurs qui font des matchs de dingue, qui le sortent. Et il a toujours été coolos. Voilà, tu rigoles bien avec eux. On fait partie du truc. Je crois qu'il y a une ambiance un peu particulière à Marseille. On se prend pas la tête, on n'est pas en costard-cravate avec des cartes de visite à faire des choses. Après, le tournoi, il existe depuis 1993, il est bien installé. Et puis, il a fait des petits, hein, parce que si Nice a existé, si Lyon a existé, après Metz, etc., ça a créé voilà, et Jean-François a dirigé l'ex BNP Paribas Masters, maintenant qui est le Rolex Paris Masters, où il a insufflé un petit peu quelque chose dans les années 2006 avec, on dit toujours, il a un petit peu de chance, mais bon, la chance, ça se provoque, hein. C'est vrai que Joe a gagné le tournoi, Roger a gagné le tournoi contre Joe. Donc voilà, mais cette proximité avec les joueurs et les agents, tu vois, parce que ben, c'est les agents quand même qui, même si c'est moins facile, mais il y a cette neutralité qu'on a avec les agents et on arrive avec notre petite équipe, nos petits réseaux. Et ce que je trouve sympa dans les tournois, c'est que on se prend pas la tête en disant on est des professionnels de l'entraînement, du scout, etc. On a notre œil. Moi, je dois avoir un œil plus économique, plus marketing, plus, j'allais dire, voilà, comme tu dis. Et JF, il écoute, il a son flair, mais on va aller demander à Ivan Lubitsch quelque chose, à Galo Blanco quelque chose, tu vois, à Thierry Assion un petit truc, à Joe un autre truc, etc. Et puis après, à Thierry Champion, moi que j'aime bien, à Seb, à Fabrice, et puis on va sentir. Et puis voilà, on tente un Tsitsipas très jeune qui nous fait un 3-7, un truc contre Mihail Yousni. On tente un Sinner. Moi, je me rappelle, je le fais venir à Lyon en qualif. Il sort des qualifs. Et il est assez incroyable, très jeune. Bon, Jean-François, historiquement, a fait Roger super jeune à la place d'autres. Et il fait son premier gros match contre Carlos Moya. Donc voilà. Après, je te dis pas qu'on a tout réussi, tu vois. On a essayé d'autres joueurs. Mario Hanchik, si tu te rappelles un petit Bien peu, qui a sûr. été un peu malade. Moi, j'avais tout misé sur Chung. Donc Et je Hong dis, le Chun? mec, il était incroyable. Je veux dire, tiens, voilà, un asiatique. On avait essayé Sri Chapan, je sais pas si tu te rappelles de ce Bien sûr. joueur-là. Paradorn. Voilà, on a essayé, on a fait. Mais si tu veux, c'est un peu un bricolage, mais bien pensé quand même. Tu vois, au final, il y a quand même une certaine cohérence dans ce qui est fait, même.
même si ça a l'air comme ça. Mais le sport, c'est quand même aussi beaucoup de feeling. C'est un peu artistique, hein, quand même, cette affaire. Donc, il n'y a pas que du cartésien, quoi. Et c'est des droits télé derrière qui sont importants quand tu fais venir un joueur d'Asie assez fort, assez prometteur? Alors, les droits télé sur les tournois comme ça sont poolés, c'est-à-dire ils sont groupés. Donc, c'est ATP Media qui gère ça. Il y a les données aussi qui sont groupées. Donc, il y a des données pour les paris, etc. En ce moment, on est en train de tester des choses aussi sur les données sportives, donc qui permettraient d'avoir d'autres types de clients. Donc, c'est vendu un ensemble de tournois. Il n'y a que les droits domestiques, donc les droits locaux, et maintenant, ils vont être aussi groupés. Donc, c'est sûr que ça te donne plus d'audience quand tu as un Kei Nishikori, quand tu as à l'époque Sri Chapin ou Stan hier soir. Voilà, ça peut même, moi ça m'est arrivé pour Stan Wawrinka, de vendre des droits télé pour un sponsor. D'accord. Un sponsor qui m'achète le match de Stan. BNP Paribas, par exemple, a fait ça pendant le Covid. Donc, a organisé des matchs avec des commentaires un petit peu différents, avec Ouais. Eric Dimeco, avec des choses comme ça. Donc, ouais, maintenant, le modèle économique des tournois comme ça, c'est vraiment une implantation régionale importante. Tu vois, cette semaine, il y a eu le match Toulouse contre Toulon au Stade Vélodrome, donc samedi, Ouais. et il y a OM PSG le 26. Donc, tout le monde peut se dire, ah, tiens, toi, tu es prof de stratégie, il y a une concurrence énorme. Et finalement, bah non, il n'y a pas de concurrence parce que j'allais dire, le produit ou le service est un peu différent. Ça se coordonne. C'est un peu embêtant au niveau logistique avec les parkings, etc. Mais, mais voilà, c'est le réseau local qui est vraiment bien implanté et avec le fait qu'on garde le contact avec les collectivités, les entreprises, les directions régionales, les directions nationales et puis les joueurs, tu vois. Les joueurs, ils savent comment on va les accueillir. De temps en temps, on est discret, nous. On va les voir jouer, on se WhatsApp, on n'est pas dans quelque chose de très corporate. On est l'anti-costard cravate, hein. Tu vois, Jean-François, c'est pas du tout ça. Je crois que je l'ai jamais vu avec une cravate de ma vie. Ah ouais. Même à Il son est, mariage. ouais. Une date du calendrier ATP sur un 250, ça coûte combien? Ça dépend de la date. Je dirais Ça dépend de que la semaine dans l'année, c'est ça? ouais, alors ça dépend de la date. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Marseille, il y a eu une période où la date était vraiment beaucoup plus opportuniste parce qu'il n'y avait pas Doha en face. Donc là, tu as Doha en face, qui a quand même, bon, qui est pour ceux qui nous écoutent, qui est géré par QSI, donc par Nasser Al-Khelaifi, donc le propriétaire du PSG. Donc, PSG. ils mettent des grosses garanties. Tu vois, Andrei Rublev, qui a gagné le tournoi l'année dernière, il est parti pour plus de garanties, Medvedev aussi, etc. Donc, les garanties, c'est l'argent qu'on va distribuer aux joueurs pour les faire Bon. venir. Tu sais combien prend un Roublev au Qatar, justement? Ah, ça peut. Alors, il y a ce qu'on appelle un fee de départ. Et après, quand il gagne des tours, en fonction des classements, s'il est top 5, c'est top 10, mais ça peut monter à 200, 300, tu vois. Sur Ouais. un... Et le fil de départ, il est quoi? 100 000? Ah, du plus, il peut être à 150, 200, et après, il peut Oui, parce monter. que Et Roublev est top voilà, 10 quand il même. passe Ouais. aujourd'hui un demi-million d'euros. Il vaut un demi-million, hein, je veux dire, sur un 400, 450, 500 000 euros, il va te coûter ça si jamais il va au bout. Donc, Et juste pour voilà. participer, tu dis pas s'il va Juste prendre pour participer, 250? aujourd'hui, sur un 250, il va aller chercher ça, quoi. Juste pour participer, 500 000, tu dis? Ouais, D'accord. sur Mais un 250, ouais, il peut obtenir ce genre de garantie. tu Après, dis bien s'il sûr, va au bout, parce que ouais, il débloque s'il va au des bout, bonus. il gagne le prize money. Et après, tu peux avoir si tu es demi-finaliste ou finaliste, tu as un peu plus. Si tu D'accord. gagnes un grand chelem dans l'année, voilà, donc tu peux prendre un risque. Tu prends un Tsitsipas ou un Medvedev, tu lui dis, bon, tu prends une garantie à 100 ou 200 000, mais si tu gagnes un grand chelem, tu doubles la mise. Un Medvedev, il peut te faire un grand chelem quand même. Hmm. Quoi. Ah, c'est incroyable. Donc, Donc ouais, tu peux prendre des risques. Bon, je parle un peu économique puisque tu m'interroges plutôt là-dessus. Ton fonds de roulement, il peut exploser parce que tu prends un risque sur quelqu'un qui va gagner un grand chelem ou quelqu'un qui va prendre. Voilà. Et après, bon, ben, quand tu as une semaine où tu as des concurrents comme Rio qui enchaînent avec Acapulco, qui ont quand même aussi de l'argent sur la tournée sud-américaine, et un Doha Dubaï, bah, nous, on est Rotterdam-Marseille. On travaille ensemble avec Richard Krajicek, hein, ancien joueur qui est qui est. passé sur le podcast la semaine dernière, Et ben voilà, à ta place. tu fais des très belles interviews. Et Richard, il y a quelques joueurs, tu vois, Rotterdam et Marseille, Sinner a gagné, là il arrive, Dimitrov, on a toujours fait des petites choses ensemble. Donc Rotterdam-Marseille était un swing, comme on dit, qui marche bien. Ouais.
Et après, ils partent à Dubaï ou ils partent à Acapulco. Et après, ils vont faire la tournée américaine. Mais la date avec Doha, ça fait mal. Voilà. Doha, c'est vraiment un concurrent qui est compliqué. Donc, il faut travailler. Alors, heureusement, on a beaucoup de joueurs européens. Alors, Ouais. Holger Rune qui s'est blessé, mais qu'on a fait venir, mais qui aurait pu être une bonne tête d'affiche. Tu vois, Yannick Sinner vient jouer. Grigor Dimitrov, qui joue bien en ce moment, vient jouer. Stan est resté là. Voilà. Bon, après, pour répondre à ta question, c'est sûr que nous, c'est les Français. Je veux dire, aujourd'hui, si tu as des Français qui arrivent loin et qui font voilà, le public, il est franchouillard à mort, surtout ici. Dire aujourd'hui, voilà, on a un public Coupe Davis. Donc, Et juste, ça veut dire que Nasser à Doha, là-bas, ils ont zéro besoin de retour sur investissement. Les mecs dépensent sans compter. C'est moins une logique d'entreprise. ouais, non, c'est clairement, il n'y a pas de modèle économique. D'accord. Bon, Donc c'était voilà, juste nous, une. aujourd'hui, on peut pas. Ça nous est arrivé avec Jean-François, je pense qu'il t'en a parlé. À un moment donné, on voulait refaire revenir Roger. Après, c'était des sommes qui étaient incroyables et C'était donc combien à l'époque? on mise tout sur Roger. Et puis après, un jour, moi, je parle avec Bennett et il venait de battre Roger à Rotterdam. J'ai dit, Bennett, t'es gentil, mais tu nous fais ça à Marseille quand tu mets quelques millions d'euros et que le Bennett, il te sort le Roger au premier tour. C'est vrai que, voilà. Alors, ça nous est arrivé, hein, tu vois, Tsitsipas, il perd sur un Safiuline quand même. Ouais, Donc voilà, ça fait mal. quand Benoît Ostakowski sort Stan, bon, Benoît, super, voilà, Stakowski, sympa, un beau service volé, mais ça fait mal quand même que de sortir ta tête de série par un mec qui fait les qualifs d'habitude, quoi. Ouais. Et zut, j'avais une question que j'ai mangée. Ouais, aujourd'hui, quand vous faites venir Sinner, quand même, il est combien cette semaine-là? Ouais, là, il est top 15, mais bon, là, il enchaîne, il gagne Montpellier, Ouais. il gagne Rotterdam, donc il est sur une série Siatec, tu vois. C'est lui qui vous coûte le plus cher, là? C'est Holger Rune qui nous coûtait le plus cher par rapport à son classement et par rapport à ce fait qu'il a gagné Bercy. Mais oui, c'est Sinner et Holger qui nous coûtaient plus cher, qui coûtent plus cher que Hurkacz, Ouais. qui est un joueur qui est moins spectaculaire, qui gagne des tournois majeurs, mais qui reste un top 10, un Ça, mec c'est parce que solide. l'agent, c'est parce que l'agent est lucide et va moins chercher, ou c'est vous qui proposez moins, tout simplement? L'agent est lucide et va moins chercher. Après, nous, on va pas proposer la même somme à un Sinner voilà. Mais Sinner, c'est un joueur qu'on est allé chercher très très jeune et qui a le même agent que Stan Wawrinka. Donc, on travaille ensemble. Donc voilà, et puis il y a quelques jeunes qu'on fait jouer. Et tu sais, dans le milieu du tennis, au final, il n'y a pas beaucoup d'agents en fait. C'est pas du tout comme le football où tu as plus d'agents que de joueurs en fait, en football. Au Et tennis, tu un, as 4-5 agents et des grosses boîtes. Bon, historiquement, IMG, Octagon, CIE. Puis après, tu as des agents qui comptent. Voilà, Francopan, pour pas le nommer sur la partie dont je viens de parler, ou Patricio Apé, qui est quelque chose, ou Tony Godzik. Aujourd'hui, on sait très bien que Tony Godzik, quand on négocie avec Roger Federer, bon, ben voilà, il a eu des joueurs avec lui. Juan Martin était avec lui, Juan Carlos. Et puis aujourd'hui, peut-être comme ça, je te donne des petites excuses. Ben Shelton est avec lui, quoi. yes. Donc C'était en aujourd'hui, quelle quand on année? veut, Ben Shelton, c'est quelqu'un qui nous intéresse. Bah oui, bien Ouais, sûr. alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'Américains parce qu'il y a la tournée américaine, mais à un moment donné, s'il est géré il porte la marque On, je pense qu'il va porter la marque On. Si on peut faire des deals, et c'est un joueur qui est spectaculaire. Voilà, on avait fait Andy Roddick à Nice, il s'était blessé à l'épaule. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, il était sous Lacoste aussi. Ouais. Donc voilà. Donc après, il y a des intérêts aussi à jouer en Europe pour des joueurs, pour des marques, pour se confronter. Euh, bon, et aussi, je vais dire, il y a la petite touche du tournoi, c'est-à-dire le Sofitel au Vieux-Port, Ouais. très sympa, l'organisation euh, toujours très Da- smart avec les joueurs, etc. Donc Daniel Bombardier, Daniel Bombardier toujours là et bon pied, bon oeil. et elle est au top. Et puis elle a une connaissance du tennis qui ferait qui est extraordinaire, hein. Je veux dire, Ouais. même moi je parle tout le temps avec elle, elle suit ça de tous les jours et puis elle a un œil. Ah ouais, Voilà, donc, incroyable. et je veux dire, on sent les choses de temps en temps, pas seul. C'est ça qui est intéressant dans notre organisation, c'est de travailler. Ce que je disais dans les journaux, on n'a pas d'organigramme et il faut sentir les choses, mais de temps en temps, il faut se confronter. Puis après, il y a Jean-François qui va prendre une décision, qui va prendre un risque. Ça, de temps en temps, c'est assez incroyable. D'autres, ben, ça passe, quoi. Et c'est vrai que ben, Stéphanos est venu très, très jeune. Félix aussi est venu très, très jeune. Yannick est venu très jeune. Mais Roger, je veux dire,
il a pris la place de Sébastien Grosjean, quoi, qui est quand même un local ici, et ça a été un peu dur parce que, en plus, Régis Brunet était à l'époque que tu as fait l'interview de Reg. Voilà, et ça a été des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que la partie sportive, et moi qui travaille dans le milieu du sport de manière globale, là, ce que je vis avec Jean-François, c'est que la partie sportive et la partie économique, il y a un lien. Et je ne le vois pas dans d'autres choses. Tu vois, à Roland-Garros, ce n'est pas le cas. La partie sportive, et tu as la partie économique. Moi qui ai eu la chance de voir un petit peu ce qui se passait en tant qu'élu à la fédération, j'étais le seul dirigeant élu à être du côté sportif aussi et à parler aux sportifs parce qu'il y a une partie économique dans le sportif, le prize money, les sponsors, etc. Et mes collègues qui sont sur le sponsoring, sur le marketing, ben, si tu veux, la partie sportive, ils la touchent pas. Et quand je vais dans un club comme l'Olympique de Marseille, comme le PSG, etc., ben Jean-Claude Blanc, je l'ai rarement vu aller sur le sportif, alors qu'ils sont restés. Et là, si tu veux, avec cette taille de tournoi et Jean-François aujourd'hui, c'est un des rares personnes qui peut parler à toi, à Max, à moi, un organisateur qui suis prof, donc ne doit pas être simple d'être avec un prof. Hein. On a des melons, on doit donner des leçons à tout le monde, etc. Peut-être que je suis en train de le faire aussi. Mais il va parler à un élu, il va parler à Thierry Laborde, qui est un dirigeant exceptionnel, ou à Pierre Bellon, qui a été un dirigeant de la Sodexo, etc. Et puis, il va parler à un joueur, il va parler à un joueur des qualifs, il va parler au papa de Blancano il n'y a pas très longtemps, il va parler à un agent, etc. Et il est capable dans tout cet écosystème de faire et de se dire, bah, tiens, on va faire un rendez-vous avec une société. Ben, Lionel, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de quelqu'un, etc. Et quand il sent bien sa petite équipe, et voilà, et comme il dit très bien, il arrive à bien naviguer dans son petit voilier, mais le paquebot, il n'y arriverait pas. Pour la petite anecdote, on lui a proposé d'être directeur général de la Fédération française de tennis. Ça nous a pris 5 secondes à dire non, parce que c'est trop gros à gérer, c'est pas assez humain. C'est pas assez. Et puis on n'est pas compétent. Je veux dire, on peut être compétent sur une partie spécifique, la partie sportive, ou voilà, un sponsor avec BNP Paribas, on travaille bien, on les connaît bien, etc. Mais sur la globalité, c'est différent. Donc, de mêler le sportif et l'économique, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et ceux qui arrivent à le faire, je pense qu'ils sont assez exceptionnels. Et petite précision, ouais, t'es prof, enfin, t'es même directeur académique, pédagogique, non, de l'école. Écoute, je suis prof à l'université d'Aix-Marseille, donc Ouais, là où j'ai fait mon doctorat. ouais. J'ai eu la chance de faire mon doctorat accompagné par Jean-Claude Blanc, à l'époque qui était chez Amaury, donc à ASO, et qui a pris la direction de Roland-Garros pendant une période, pendant que Christian Bib était président. Puis après, il a été à la Juventus, il a été au PSG, puis maintenant il travaille chez Ineos. Donc j'ai eu la chance d'apprendre le milieu. Et puis j'avais Jean-François à côté, qui avait un réseau, qui avait cette partie sportive, et ces deux personnes-là, voilà. Et après, oui, je dirige des diplômes de gestion dans mon université. Je travaille aussi dans le master de droit du sport dans mon université. Et depuis assez longtemps, avec un de mes collègues que j'ai connu en tant que joueur de tennis, qui s'appelle Jean-Philippe Danglade, qui a fait une école de commerce. Il dirige un diplôme qui s'appelle le Master International Sport Event Management. Et donc, je suis impliqué dans ce master où on travaille ensemble depuis 17-18 ans. Donc, Je suis, on a des centaines d'anciens étudiants. Il y en a certaines des anciens étudiants qui travaillent avec nous. Aurélie Fersin, par exemple, qui a un rôle très important dans les tournois. je suis à deux Non, doigts je suis à deux doigts de m'inscrire au ouais, master pour venir sur tes le cours. master fonctionne assez bien avec cette même culture d'essayer d'avoir de la proximité avec nos élèves et avec nos anciens élèves. On Yes. essaie de faire Alors, beaucoup de choses avec nos anciens élèves. juste pour, avant de passer à la suite, c'est quelle année, cette question me taraude trop, quelle année vous avez essayé de faire revenir Roger et combien il coûtait? Bah, quand il revient et que, en fait, au moment où il fait, où Ivan Lubitsch, qui est un pote à Jean-François Cojol, prend vraiment la main, enfin, redevient entraîneur, puis après il regagne. Et puis c'est au moment où il fait son sabre là, où il fait son chip and charge, où il recommence à gagner en coupant les points, etc. On se dit, putain, il joue encore bien. Les gens, alors les sponsors, nous on sent les sponsors. Et Jean-François, il va voir les sponsors en disant voilà, Roger. On peut essayer 1,5 million, 1,2 million, sur un budget de 5-6 millions d'euros, sur tout mettre sur le même mec. Et si tu veux, Rotterdam le fait. Rotterdam met l'argent sur la table. Donc on se dit, ils le font, mais c'est quand même pas la même salle, pas la même économie. Puis ABM AMRO, qui est le sponsor principal de Mais 3 Rotterdam, millions, je crois. ouais, back to back, quoi. On fait Rotterdam. Et c'est vrai que Bennett, il nous a refroidi quand même. Hein.
Et donc, il te le sort au premier tour. Et Ah, donc, parce que on a jusqu'à la, essayé, ouais, 2015, 2016, au moment où il regagnait des trucs, on a essayé, ouais. parce que jusqu'à la semaine d'avant, vous pouvez Ouais, envoyer l'offre, quoi. ouais. Alors, ça coûte un peu moins cher quand tu le fais venir au dernier moment parce que tu n'utilises pas son image sur toute la campagne. Mais économiquement, ça te fait rien parce que tu vends tes billets avant, tes sponsors sont signés sur plusieurs dates. Là, tu as la partie des droits télé qui est déjà actée, etc. Donc, il te fait venir, c'est du bonus, mais c'est pas pour autant que tu vas générer plus de business. Ça, c'est clair. Donc, Jean-François, il se fait un peu plaisir. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu lis l'équipe ou que tu lis les journaux ou que tu lis ce qu'on en fait, puis tu vois le palmarès de l'Open 13, tu te dis, bon, ben voilà, c'est un tournoi qui se moque pas de nous. Il y a quand même des gros joueurs qui sont venus. Il y a eu des beaux matchs, il y a eu des belles ambiances. Et voilà. Donc, si tu veux, moi, j'aime bien la gastronomie, comme Jean-François. Et on se moque pas des gens. C'est-à-dire, à un moment donné, on prépare, on prend des bons ingrédients. Après, comment ça prend, on va voir. Mais il y a des bons ingrédients. Il y a des bonnes choses. Le, la date, tu nous as pas dit le prix, tu peux nous dire ou pas? Ça peut aller entre 5 et 10 millions d'euros, la date. Ah ouais, quand même, la Donc vache. voilà, ça peut Par an? aller 4, 5, 6 en fonction des dates. Elles peuvent bouger hein, parce que le circuit bouge. Aujourd'hui, il y a une augmentation du nombre de semaines de Master 1000, comme tu vas le voir cette année. Donc les 250 sont un peu le parent pauvre. En plus, t'as les Challenger 175. Donc des fois, voilà. Moi, ce que j'ai toujours dit, on était très proche de Chris Kermode, nous, avec Jean-François. On aime bien ce dirigeant maintenant qui était l'ancien CEO de l'ATP. Il y a Andrea Gaudenzi qui vient demain. On a toujours dit, c'est pas normal qu'un vainqueur d'Open 13 qui va aller chasser ou battre des top 10, des top 20 ait le même nombre de points qu'un tournoi que je vais pas nommer, mais voilà, un tournoi où il y a un top 50 dans le tableau, quoi. Hmm. Donc, c'est beaucoup plus difficile de taper Urkatz, Sinner, les tableaux qu'on a eus, Stan, etc., et de gagner le tournoi. Donc, c'est pour ça que la force des tournois doit être récompensée, j'allais dire, par les points. Donc, et de temps en temps, tu as des 250 qui sont proches de Challenger, et puis tu as un Marseille ou un Doha ou un Brisbane, etc., qui dépassent des 500 bien souvent. Alors après, c'est la roulette russe. Hein. Voilà. Mais Après, depuis un certain temps, il y a quand même beaucoup de blessures. Ça, c'est le, vraiment incroyable. Il y le- a énormément de blessures. C'est un sport quand même qui casse beaucoup. Et ouais, donc, tu as, des blessures. Et c'est vrai que les Français, on n'en parle pas des masses, mais Gaël a été très, très souvent blessé. Joe a fait sa carrière totalement blessé tout le temps, quoi. ouais. Je Et ne juste, crois pas qu'il ait une année où il a joué à plein fer. Richard est souvent blessé. Gilles n'a pas été trop, trop blessé, mais Gaël a été très souvent blessé. Et donc, on a toujours des pépins. Et là, tu vois, Alcaraz, tu regardes assez jeune blessé. Holger Rune, tu vois, ouais, il a eu sa petite blessure. Juan Martín del Potro, très souvent blessé, qui a gagné le ouais, tournoi. ouais. Donc, c'est vrai que ça, tu vois, les blessures, ça impacte quand même pas mal le tournoi, quoi. Le prix de la date que tu nous as cité, c'est quoi? C'est un paiement d'une fois ou c'est duré, enfin, ça marche comment? Non, non, tu l'achètes. Après, il faut Ah, avoir du tu DP pour achètes la l'achat. date, d'accord, ok, Et après, ouais. tu achètes la week, tu achètes la date. Et après, la date, voilà, Marseille l'a acheté à Bruxelles, en fait. D'accord. Donc, après, tu la possèdes. Ouais, Elle reste à Bruxelles. c'est comme un fonds de, comment ça s'appelle? Comme pour les restaurants, là, Ouais, c'est un fonds de commerce. un Tu fonds de commerce, ouais. achètes ta date Ouais. et ta date t'appartient. Après, le calendrier peut bouger, tu vois. Metz va Yes. bouger. Marseille a eu bougé. Bon, on a toujours été la septième semaine, mais Doha a bougé, tu vois. Doha était au début de l'année et arrive à cette semaine-là. Donc, Doha a bougé. Donc, après, Jean-François est impliqué aussi dans la gouvernance. Il a toujours été élu. Il est assez proche. Voilà, mais tu dois protéger ta date. Donc, c'est sûr qu'après, c'est pas si simple que ça. Donc, là, aujourd'hui, d'avoir Doha en face, c'est pas facile pour négocier des joueurs. Maintenant, il y a un peu de la place pour tout le monde. Aussi, le Covid a fait mal en Europe. Et donc, Ouais. je te dis, les tournois travaillent ensemble. Hein. La Hmm. production télé, par exemple, on travaille avec les 4 tournois de 150. Sur le Fox 10 ou le Hawkeye, on travaille ensemble. Sur certains sponsors, par exemple Emirates, puis là, tu as un nouveau sponsor qui s'appelle Waterdrop. Donc, il va être sur plusieurs spots. Donc, on est très collectif, en fait, dans le tennis. Ok. Donc, on s'entend très, très bien dans tous les tournois. On arrive à... Et aujourd'hui, moi, qui travaille aussi sur la partie commerciale, j'arriverai pas à vendre à un gros sponsor un Marseille, c'est tout. Hmm. J'arriverai à vendre
Marseille, et puis d'autres tournois. Ça nous est arrivé de faire des trucs avec Vienne, avec Stuttgart, avec Monaco, tu vois. BNP Paribas est venu d'abord à Marseille, après à Monaco, et puis fait Metz, Lyon. Et il y a des stratégies un petit peu, voilà, il y a des stratégies un petit peu collectives. Et de l'achat de joueurs aussi. Alors après, le truc que j'ai oublié de te dire, c'est que Jean-François a fait des achats sur plusieurs années. C'est-à-dire, Malin, il a malin misé le sur gars. plusieurs années. C'est pas du one shot. Donc, tu vois, il n'a pas fait un an. Ouais, Donc, c'est de se dire, on fait plusieurs années et on garantit une wildcard si jamais tu n'es pas classé ou bien si sûr. jamais tu reviens de blessure. Tu vois? Et donc, de temps en temps, on a été un peu ennuyé parce que, voilà, mais, et puis de temps en temps, voilà, sur le team Jeune Talent de BNP Paribas, on a, euh, on a essayé d'aider un petit peu, mais voilà. Mais on aime bien faire un petit peu en coulisses dans l'ombre. Euh, mais voilà, Félix Auger-Aliassime à la team BNP Paribas, c'est super. Joe Tsonga, c'est top aussi. Et donc, on travaille ensemble. Voilà. L'idée, c'est que c'est pas chacun de son côté. Voilà, c'est pas chacun de son côté. Donc là, c'est la 31e édition, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais. À peu près 60 000 spectateurs sur la semaine. On est toujours là-dessus. C'est à peu près ça. Après, c'est un tournoi où il y a beaucoup d'accessibilité parce que le département, la ville, la fédération sont très impliqués. La métropole, les sponsors privés comme Veolia ou BNP Paribas, Sodexo, qui s'impliquent et qui font et qui donnent accès à cet événement à beaucoup d'associations, à beaucoup de jeunes. Voilà, c'est accessible. Et puis voilà, il y a ce village. Cet esprit villageois, j'allais dire ça comme ça, où les entreprises viennent se réunir une fois dans l'année, même des grosses boîtes comme la Sodexo, par exemple, il y a toute leur direction nationale, internationale qui viennent. Et c'est un endroit de rencontre, c'est un endroit de partage où les gens viennent se revoir pour passer des informations, etc. Donc, c'est un vrai moment d'échange, en fait. Et en Yes. fait, Jean-François, il les reçoit un peu chez lui. C'est un peu, des fois, c'est ses canapés, moi, c'est mes box de télé, c'est mes codes MyCanal, je devrais même pas le dire à la télé, qui permettent de mettre des trucs. Donc, c'est un peu chez nous. Là, je suis un peu dans mon bureau, là. Ça m'est même arrivé, tu vois, de faire cours ici, parce que ça m'a manqué de ça. J'ai appelé le Palais des Sports, on dit, tiens, Lionel, viens faire cours ici, tu es chez toi. Le Incroyable. code Wi-Fi, c'est le mien, donc c'est bon. C'est la mafia marseillaise, les gars, vous êtes Ouais, à la alors on va pas dire maison. ça, mais c'est pas la mafia marseillaise, mais c'est l'état d'esprit. Je veux dire, Ouais. la personnalité d'une destination est très importante. Je veux dire, aujourd'hui, Jean-François, il reste une personnalité marseillaise qui marquera le sport marseillais et il a une équipe marseillaise. À Lyon, il faut une équipe lyonnaise. À Metz, il faut une équipe messine. À Toulouse, tu vois, on n'était pas toulousain. Il faut des gens de cette voilà, les grands chelems et les choses comme ça. Mais aujourd'hui, tu vas à Vienne, les gens qui sont à Vienne à Rotterdam, C'est qui le les directeur tournois de qui Vienne, fonctionnent, d'ailleurs? c'est les tournois qui sont bien implantés avec une vraie accroche et une vraie personnalité qui est liée à la culture locale. C'est qui est le directeur de Vienne? Ah, c'est une société qui historiquement travaille à deux, qui sont aussi élus. Voilà, ils ont d'autres tournois et ils sont locaux, tu vois. Ils ont travaillé avec Ok. Thomas Muster, ils ont travaillé avec les Autrichiens, avec le tennis autrichien et ils sont très implantés avec la fédération, avec les Ouais. sponsors, etc. Donc ils ont développé ça avec la salle. Voilà, nous c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui le directeur de la salle, on le connaît très très bien, on les aide à, voilà, on travaille à l'année. Donc, C'est combien la location de la salle? C'est le Palais alors des Sports de Marseille, c'est ça? c'est un partenariat, mais nous, la salle, ce qui nous coûte cher, c'est qu'il faut l'améliorer parce qu'il faut la technologie, il faut les hospitalités, plusieurs mètres carrés d'hospitalité, il faut amener de l'eau, de l'électricité. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est plusieurs centaines de millions d'euros que tu mets en place pendant 10 jours et qui sont arrêtés. Voilà, c'est le serpent de mer ici, hein, les infrastructures. Le stade Vélodrome a mis du temps à être rénové. Grâce à une grande compétition, il a été rénové. Il est clair et net que le Palais des Sports de Marseille est totalement obsolète. Et les équipes font des miracles ici pour arriver à développer un tournoi comme ça. Mais chaque année, on répète la même chose. Mais il y a bien un moment donné ou un autre où les infrastructures indoor de Marseille vont évoluer parce que Lyon va le faire ou l'a fait, parce que Paris le fait. Puis maintenant, tu as des villes comme Montpellier, comme Orléans, comme Poitiers. Avec les JO, ça va bouger un peu, non? Alors, les JO, tiens, c'est plutôt la voile ici.
Maintenant, voilà, ça doit être une volonté à la fois politique et économique. Je pense que si derrière, il y a des grandes entreprises comme CMA, CGM aujourd'hui qui s'impliquent, la Sodexo historiquement, les grandes banques, les grands assureurs, etc., qui disent, voilà, aujourd'hui, il faut avoir une infrastructure qui permette de faire rayonner la ville. Et on a ce tournoi-là qui est un tournoi majeur, qui existe depuis 31 ans, etc. Ça va arriver. De toute façon, c'est juste techniquement, il faut que ça arrive parce que on est en danger. Moi, je faisais un petit truc technique avec mon collègue qui est en face de T'as pris moi. une châtaigne? Je veux dire, on a pour ceux qui aiment bien les câbles RJ45 là, que tu plugues, voilà, c'est du catégorie 2 ici. Tu vois. Il faudrait du catégorie 6 ou 7, des catégories 2. Donc tu rames, tu as la massue. Quoi. Ah ouais. Nous, les journalistes, c'est un peu mou. Quoi. Le budget global, t'as dit 3-4 millions, pas ça? Alors non, on est entre 5 et 6 millions d'euros. Oh la Ça vache. dépend des années. Ouais. Voilà, on flirte avec les 6 millions d'euros sur une semaine. Mais c'est un tournoi quand même qui a une grosse maturité, donc, qui a explosé dans les années 2010 et qui a une grosse maturité avec un gros investissement sportif. Hein, voilà, c'est un tournoi qui fait un gros investissement sportif sur les C'est quoi l'enveloppe? garanties, l'accueil. C'est quoi l'enveloppe des garanties quand tu dis gros investissements? Entre les garanties et le prize money, c'est 1,5 million de dotation financière, mais avec le staff, les cours d'entraînement, le choix de l'hôtel, le nombre de transports qu'on a, les personnes qui est dédiées. Tu vois, moi, il y a une partie de mon salaire qui est dédiée à essayer d'être une personne ressource si jamais il y a un joueur avec une équipe vraiment au top qui a vraiment un besoin. Parce que Sur la dotation, elle est de 700 000 euros, donc ça veut dire que vous faites à peu près x2 avec les garanties. Pratiquement, ouais, on fait à peu près x2 avec les garanties. Mais il n'y a pas que ça. Tu vois, les joueurs, il faut qu'ils se rendent compte que tu as les cours, le transport, l'hôtel, la restauration. Et quand on a une restauration locale, voilà, on fait deux choix. Par exemple, on a des kinés ici exceptionnels. On fait venir des gens de très bonne qualité. Quand on fait travailler des personnes, il y a beaucoup d'anciens étudiants. Voilà, tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un du Grand Prix de Formule 1 qui est venu nous aider, des personnes qui viennent, des gens même. Donc, voilà. Ici, clairement, il n'y a pas de bénévolat. On a décidé avec Jean-François, mon père, etc., de payer tout le monde, que ça soit très professionnel, le maximum possible, et avec cette volonté d'être le plus qualitatif possible. Il y a 107 000 euros à la gagne et 250 points ATP, 7 500 au premier tour. Ouais. Euh, on dit que les ATP 250, alors on dit, c'est des bruits de couloir, avec les ATP 250 perdent de l'argent entre le prix de la date et l'exploitation derrière. Comment celui de Marseille fait pour faire vivre autant de monde du coup? Il y a une énigme, j'arrive pas à comprendre. Bon, Je sais, d'accord, c'est pas j'ai une depuis toujours. donnée. Il y a eu des difficultés au début. Je veux dire, il n'était pas Ouais. rentable au départ, ça c'est clair. Après, l'explication, c'est les partenariats, c'est la fidélité des partenariats. C'est aujourd'hui, voilà, c'est euh, une expérience, un contenu qui fait que le partenaire principal a toujours été là et voilà, 20, 30 ans de fidélité, bah, c'est pas pour rien. Donc, c'est vrai, les partenariats. Et après, cette masse de PME, de TPE, de vie économique à Marseille hyper dynamique. Et je dirais, le tennis est certainement le meilleur sport pour faire des relations parce que c'est un sport lent. C'est-à-dire que tu as beaucoup de matchs, tu peux voir beaucoup de choses et tu as des repas, tu as des pauses café, etc. Et même, j'allais dire, de temps en temps, et c'est le débat qu'il y a sur Roland Garros, de temps en temps, le repas est un concurrent carrément du match. Ouais. Tu vois, et ça peut nous arriver. Tu vois, hier soir, il y a eu une conférence avec Fabrice Santoro. Et Fabrice, ben, ça s'est bien passé. Il y avait des tas d'entreprises locales et ils ne sont pas allés voir le match de Vavrinka. Ils sont restés avec Fabrice. Ah ouais, mais parce qu'il est bon aussi, ce Il est Fab, très c'est pour bon, ça. Fab. Mais voilà, il faut essayer de trouver l'équilibre. Et tu vois, on a appris avec Jean-François de ce qui s'est passé au Grand Prix de tennis de Lyon. Au Grand Prix de tennis de Lyon, c'est, ça a été notre exemple parce qu'il a réussi à faire cette vie avec voilà, une équipe, avec Gilles, avec Marie Roussy à l'époque, avec Anthony Thiodet, avec toutes ces personnes avec qui on continue à se voir. Mais à un moment donné, il a été un peu déséquilibré entre la force sportive et le côté économique, les côtés extrasportifs. Et là, nous, on essaye de trouver l'équilibre en disant, voilà, vous venez faire du business, des relations, rencontrer des personnes, mais il y a quand même voilà, des vainqueurs de Grand Chelem, des tournois, des révélations. Il y a un contenu, c'est avant tout. Voilà. Souvent, moi, je dis, un tournoi de tennis, c'est un peu comme un fondant au chocolat, tu vois. Et ce qui compte, c'est le fondant. Et le fondant, c'est le sportif, tu vois. Tu
Et après, le reste, le gâteau, c'est ce qu'il y a autour. Tu dois bien le faire. Mais le fondant, c'est vraiment le sportif. Et je crois que C'est aussi, beau, on est ça. passionné. On Ouais. adore le tennis. Tu vois, que, moi, j'adore ça. Jean-François adore ça. On regarde les matchs. Daniel, c'est une folle de tennis. Mon père qui est à côté de moi, il adore ça. Marc Gurjan, qui travaille à Maury, côté. Voilà. Aurélie adore le tennis, qui travaille avec nous. Elle s'est mise au tennis. C'était joueuse de hand. Maintenant, c'est elle reprend beaucoup, c'est Marc etc. Maury, le speaker? Non? Et Marc, Ouais. qui est voilà, passionné, qui est toujours là depuis toujours. Et en plus, je vais te dire, il a toujours ses fiches en Ouais, Bristol. ouais, bien sûr, Le Marc, incroyable. il a ses Ouais. fiches en Bristol, il est là, pépère. Le Il a toujours fondant au ses fiches. chocolat, je m'en souviendrai de celui-là, c'est bon ça. Mais Dans un la, tournoi de tennis, c'est un fondant au chocolat. dans la BD, sorti pour les 30 ans, tu dis que Joe Tsonga a fait grandir le tournoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il Ouais. a apporté? Moi, euh, je pense que c'est un des athlètes français les plus charismatiques des 20 dernières années. D'abord, beaucoup d'humilité. C'est-à-dire beaucoup d'humilité, mais il savait qu'il pouvait battre tout le monde. Mais il ne le disait jamais. Mais c'est un vrai compétiteur. Et puis voilà, il a une personnalité, il a ce côté attachant, ce côté, tu vois, colosse, souvent blessé. On a envie d'être avec lui, tu vois, on a envie d'aller à la guerre avec lui, Joe. Et, euh, et puis il est tellement sympa avec tout le monde, avec les joueurs. Mais sur le court, c'est un warrior, tu vois. Un animal. Il n'a pas peur. Sur les balles de match, il va y aller, il va te servir des aces, etc. Et puis il a avec cette surface et cette chaleur, il a ce côté un petit peu, voilà, un petit peu animal, comme je te dis. Quand il enchaînait son service coup droit et cette force de frappe, etc. Et puis derrière, il joue avec le public l'aime, et donc, voilà, il a gagné 3 fois, il a fait des gros matchs. Et puis, bon, il sentait que nous, on était derrière. Il y avait sa famille aussi, son frère, passionné de basket, joueur de basket. Biff, qui est un running back. Donc tu as le running back avec toi, mais qui a beaucoup d'émotions, qui est dans l'émotionnel, Thierry. Et puis, voilà, et tout le monde aime bien Joe. Il est pote avec tout le monde, Richard, etc. Donc, et puis, il a gagné 3 fois. Il fait ses exploits, il revient. Voilà, donc Joe, c'est un marqueur. Il aurait été Marseillais, ça aurait été un truc de dingue, mais c'est un marqueur aussi puissant qu'ont été Sébastien et Arnaud, avec aussi le fait que voilà, c'est le meilleur joueur des 15 dernières années. Voilà, il fait une carrière exceptionnelle. Donc, au Et donc tournoi, il apporte quoi concrètement? là, aujourd'hui, il découvre un petit peu l'envers du décor. Il voit commencer, il a vu du côté joueur. Maintenant, il commence à voir ce que c'est du côté actionnariat, etc. Voilà, le côté relationnel, les élus, les entreprises, les autres joueurs. Il n'a pas la même vision. Les joueurs ont un peu changé aussi. Les agents, il les connaissait pas trop, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Les négos, les hôtels, les coûts. C'est vrai que Ah, il met le nez dedans, il se dit, ah moi, je réfléchis ouais, coûts, tu vois, je suis un économiste qui pense d'abord les coûts et après les bénéfices. Les anciens joueurs, ils pensent souvent au chiffre d'affaires, ils ne regardent pas trop les coûts. ouais, ouais. Donc je regarde un peu les coûts et je dis, bon, là, peut-être on fait gaffe. Ben, il y a la fille de Jean-François Brune qui regarde les coûts très souvent parce qu'elle a été formée comme ça. Et donc voilà, mais son charisme, sa personnalité de jeu et sa personnalité d'homme, sont bien adaptés à un tournoi comme ça. Et ça plaît ici. Ça plaît énormément aux partenaires, aux supporters, aux médias. C'est un bon client. Dernière question, tu dis aussi, en parlant de Jean-François Cojol, qui est créateur, donc qui est directeur historique du tournoi, il est toujours à la recherche de nouveautés sans jamais se plaindre de contextes plus ou moins difficiles. Est-ce que tu peux nous dire quelques inspirations de génie qu'il a pu avoir pour le tournoi, ainsi que quelques idées foireuses aussi, parce que c'est bien d'équilibrer. Alors, les idées foireuses, c'est les affiches. Ah bon. Affiches, il a eu Elles des sont idées à la dégueu? con sur les affiches, parce qu'il s'est pris pour un marketeur, etc. Voilà. Alors après, de temps en temps, voilà, mais il a eu des affiches. D'ailleurs, pour les étudiants qui vont m'écouter, là, souvent, je fais un état des lieux des affiches de l'Open 13. Il y a Yann, notre graphiste, qui se battait toujours pour avoir une certaine cohérence entre les logos, les couleurs, etc. Et puis, des fois, ça partait En en cahuète totale. biscotte sur des trucs, tu sais pas pourquoi il te sort et ça change, etc. C'était pas clair. Donc voilà. Ah, c'est Donc, un artiste. il est changeant, voilà, il est changeant d'avis. Il a de temps en temps, on en a fait des biens, mais on n'est pas sur des choses comme ça. Non, sinon, paradoxalement, en informatique, il est nul à chier.
Et il m'a toujours dit, oh, la tech, c'est vachement bien, machin. On teste. On a été les premiers à tester le Hawkeye, à tester le Fox 10. Là, on teste les data. Et alors qu'on est dans le truc le plus vieux de France, quoi, le Palais des Sports. Et il m'a dit, vas-y, teste, teste, teste. Et c'est vrai qu'on a testé. On a fait une chaîne de télé à l'époque sur France Télécom Câble, quoi. Open 13 Télé. Oh, il devait y avoir Donc, du monde. on a été le Netflix du tennis avant les autres. Ah Alors oui. que Jean-François, c'est un homme préhistorique de la technologie, tu vois. Ouais. Et il a toujours eu ce truc de dire, vas-y, on s'en fout, fais-le. Je me rappelle, moi, au départ, on faisait des sites internet. Il me dit, ouais, ouais, on y va, on fait ça, on fait ci. Donc il a tenté des trucs, il a exploité. Après, oui, on est allé un peu loin de temps en temps sur les discothèques, mais c'était pas lui. Dire, à un moment donné, on disait, oh, déconne pas, il faut pas qu'il y ait plus des. Oui, on a eu des personnes qui ont été un peu loin dans les discothèques. Il y a Magnus Norman qui doit se rappeler de sa carte bleue. C'est-à-dire dans les discothèques. Vas-y, Ouais, raconte. il y a les sorties ici, voilà, il aime bien faire la fête. Donc, Marc Rosset, il a fait la fête. Et pourtant, Magnus, Marc, il a je gagné. pense que Magnus, il a arrosé, je pense il a débloqué ses comptes de partout. D'ailleurs, après, il a fait le tournoi, après, on l'a plus revu. Mais bon, Joe a fait des bonnes petites fêtes. Et voilà, genre Marat Safin, je veux dire, Marat Safin n'a pas passé beaucoup de tours, mais était très, très, très festif, le Marat. Fernando Verdasco aussi, très connu pour ça. Même Rafa, hein. Même Rafa a été festif. Dans le Ah Rafa ouais? qui était tout calme. Il a fait la bringue. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, la petite anecdote, allez, une Roger. Roger qui est 99, il vient tout timide, avec les cheveux un peu là comme ça. Là. Et puis il était avec Lundgren, je ne sais pas si tu te rappelles, son entraîneur qui Peter, est bien l'entraîneur sûr. de Marat d'ailleurs. Et puis il vient, bah, c'est vrai que les JF, le jeu, tu vois, tu te dis, putain, le jeu qu'il a, ce mec-là. Bon, et puis il me dit, Lionel, voilà, je suis suisse. Je dis, ah, ouais, ouais. Mais c'est quoi ici la spécialité? Alors, tu vois, j'aurais pu dire la bouillabaisse ou tout comme ça. Je dis, bon, c'est le Ricard, quoi. Et il me dit, ah ouais, c'est de l'alcool. Je dis, oui, oui, oui. Bon, nous, on prend des Ricards, quoi, tu vois, voilà, c'est une société qui est connue ici, tout ça. Il dit, bah, je veux goûter. Donc, je lui sers le Ricard et j'avais pas d'eau. Donc, je lui pose le panneau et puis je vais chercher de l'eau et lui, il boit le Ricard, mais sans eau. Ouais. Et coup, il me dit, c'est un truc super fort. C'est quoi que tu m'as fait boire? C'est quoi ce truc-là? Tu vois, c'était les bronzés font du ski. Et en fait, il n'avait pas mis d'eau. J'ai dit, mais non, mais attends, j'arrive. Il faut mettre de l'eau. Ouais. Sinon, c'est du plâtre. Et donc, son premier Ricard à Roger, ou peut-être son dernier, c'était du dur. Tu vois. C'est bon ça. Voilà. Mais on a gardé des bonnes petites relations. On a bien rigolé. Voilà, Stan a fait quelques petites blagues. Joe aussi a bien. On a fait des blagues. Même Nick Kyrgios. Même Nick Eh, Kyrgios, qui a pas perdu, qui a été énormissime, qui peut être un peu bourru, etc., un peu spécial. On a dû le contrôler un petit peu sur certains trucs. Mais même Nick, il vous a fait péter la visibilité du tournoi, Nick? Clairement, ça a ouais, apporté un truc énorme ou... ouais, ouais, il a marqué Ouais. le tournoi. D'abord, il a fait un tournoi exceptionnel. Il a eu aucune balle de break contre lui. Il a mis que des plombs. Ouais. C'était incroyable. C'était une fusée Ariane. Et voilà, dans son style un peu voilà. Alors, ça plaît ici, un peu les rebelles, là. Voilà, c'est le rebelle. Mais il était tellement fort que, voilà. Mais après, on a essayé de le faire revenir. Ah, j'ai ma copine qui est là, je veux jouer que 6 mois, je sais pas, je viens pas, machin, truc. Ouais. Insaisissable. Voilà. Ah non, mais non, moi à Nice, il m'a quand même fait un coup. Il joue contre Dominique Thiem. Il se fait breaker et il voit son entraîneur. Il dit, tiens, allez à la plage, comme ça. Moi, j'étais à côté. Il lui dit, ouais, l'eau est à combien? 23. Il me dit, bah, on y va. Donc, il couche la raquette, il s'arrête, il va à la plage. Il est fort. Oh, mon Dieu. Et j'ai dit, mais là, il me dit, oui, mais je me sens pas. Et voilà. Après, c'est incontrôlable. Alors, autant il va au bout, mais autant, voilà. Et une fois, il vient à Lyon. Je lui dis, super. Il me dit, je veux faire que le double, je veux gagner le double. Je dis, mais pourquoi tu fais pas le simple? Il me dit, j'aime pas la terre battue, tout ça. Et il gagne le double. Avec qui? Avec, comment il s'appelle, l'américain, Sock? Sock, Ah oui, Bing. Et en incroyable. double, voilà. Et puis, il va jouer au basket avec Gaël. Il me dit, il y a Lasvel là-bas, c'est super. J'ai dit, ouais, oui, il y a Lasvel. Et Tony Parker, tout ça. J'ai dit, ouais. Donc, c'est des gens, alors, exceptionnels, mais des fois, voilà, et ça peut arriver. Bon, après, Un Nick? ouais, Nick Kyrgios, clairement, ouais. Sportivement, je ne suis pas certain d'avoir vu quelqu'un jouer aussi bien que ça à Marseille. Wow. C'est le même billet aujourd'hui que un Rafa sur Kyrgios? un. Ouais, Non. ça reste Non, en mais dessous c'est un quand même, billet. mais.
c'est un billet, il est difficile à faire venir. On a essayé d'ailleurs cette année, pour être clair. On a Ah essayé de ouais? faire venir, ouais, Offre on à a combien? essayé. Oh, tu pars à 100, 150, mais on a essayé, ouais, ça fait partie des pistes de JF. C'est pas Voilà, il aime beaucoup, bien les ça. Kyrgios, les Gulbis. Ouais. Mais oui, oui, aujourd'hui, un Kyrgios, c'est une grosse attractivité sur un tournoi, il n'y a pas photo. Et clairement, les Marseillais, les partenaires, etc., avec son style de jeu, notre surface, puis il a un vécu ici, voilà, Stefanos, c'est pareil. Hein, mais ils peuvent perdre, d'ailleurs, Stefanos, ils peuvent perdre en étant mal luné. Voilà, tu as plus de sécurité avec un Rafa ou avec un Yannick Sinner, quoique un Greg Barrère, moi j'adore son jeu à Greg. Pendant le Covid, il fait un match de fou furieux au premier tour contre Sinner qui est passé un peu inaperçu. Je pense que c'est un de ses meilleurs matchs que j'ai vu jouer à Greg. Et c'est des matchs de premier tour. Voilà, mais hier, tu vois, un Krajinovic, Bublik, bon, ben, les gens, mais c'était un match incroyable. Et pour ceux qui aiment le tennis, tu avais un niveau de jeu qui était, voilà, les mecs se sont donnés, ça va vite, c'est un ping-pong. Et donc, t'as des belles parties. Donc ouais, Nikirios ici, ça matche bien. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que on termine là, mais il joue pas en ce moment là. Qu'est-ce qu'il fout, Non, Nick? on ne sait pas, en C'est fait. ça qui est dingue, c'est que le mec, il est pas à la quête de confiance ou quoi. Il se pointe tous les 2 mois sur un tournoi, c'est Après, quand même lunaire, quoi. je suis pas athlète de haut niveau, je suis pas joueur de tennis, mais j'ai quand même baroudé. C'est hyper compliqué, quoi. Je veux dire, pour être joueur, je veux dire, tu vois, tu te balades d'hôtel en hôtel, c'est pas parce que tu es dans un hôtel. Voilà. Cette côté salut, smart, etc., des organisateurs, tu l'as pas tout le temps. Donc, c'est pas marrant tout le temps. Donc, tu es loin de ta famille. Moi, je me rappelle d'une période avec Gilles Simon où il est allé voir ses grands-parents, on parlait, il voyait pas trop ses grands-parents. Il dit, je suis rentré pas souvent chez moi. Joe Wilfried, quand il a eu ses enfants. Voilà, tu vois pas ta famille quand tu dois repartir, revenir. Donc, c'est pas si simple que ça, quoi. Et puis, tu vois toujours les mêmes personnes. C'est pas si simple que ça. Quand tu as aussi les relations de couple, les relations amicales, tu perds de vue. Et puis, voilà, c'est pas une luxure. Hein. Ils sont dans des Ouais, hôtels, mais c'est pas le luxe quand même. Hein. Je veux dire, ils sont dans les avions, voilà. Et puis, c'est dur. Je veux c'est dire, tout le hyper monde dur, est fort. bien sûr. C'est un Je veux milieu de dire, fou, c'est hyper aujourd'hui, dur. je veux dire, Zizouberg, hier soir, ça joue Zizouberg. Je veux dire, Stan, il a failli passer à la trappe. Et Ouais. donc, tous les mecs sont forts. Et les filles aussi, c'est encore pire. Donc, ça joue, c'est physiquement, c'est super fort. Les staffs aussi, il faut les trouver. Je veux dire, pour moi, le principal problème, peut-être du tennis français, mais du tennis en général, c'est qui accompagne, qui va accompagner. Je veux dire, il Mm, faut les faire les semaines. Hein mm. accompagner les mecs dans les tournois, ouais, il y a le côté vie extra. Bon, voilà, il y a des moments où tu n'es pas bien, quoi. Des moments où tu te sépares, des moments où tu as des problèmes de santé, tu reviens, il y a des moments où tu vois pas tes amis, tu vois pas tes parents, Ah, tu as c'est plein de hyper compliqué. fêtes, Ouais. c'est très, très dur. Hein, et c'est pas un sport d'équipe. Hein, et ils sont en D'ailleurs, concurrence, les mecs. Et puis surtout, moi, je me rappellerai toujours d'une phrase de Joe Wilfried, il me dit, tu perds tout le temps, quoi. ouais, tu passes ton temps à perdre À toutes part les semaines Roger et quasiment. Rafa et Djoko qui gagnent tout le temps, mais toutes les semaines, tu prends une gifle. Toute Tu semaine, tu disais, prends un 0 sur 20, quoi. tu disais de JF Kojol, justement, je suis pas certain qu'il est fait pour être l'un d'eux, mais sa carrière de joueur en fait un directeur protecteur au service du jeu et des joueurs. Pourquoi tu dis je suis pas certain qu'il Oh, était fait parce pour que être je l'un d'eux? connaissais son préparateur physique, Daniel Costantini, Ouais, qui était un militaire qui l'a repris. Jean-François, c'est pas, je ne l'ai pas connu en tant que joueur, je l'ai connu en tant qu'entraîneur, mais c'est plutôt quelqu'un qui était sur le talent, mais qui a jamais bossé comme un taré, quoi. et Donc, il me l'a dit pendant le podcast, il me dit j'étais branleur. ouais, ouais, c'est un branleur. Ouais. Et si tu veux, voilà, c'était pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes, mais je suis pas sûr qu'il soit fait pour avoir cette exigence physique d'abord. Alors, Ouais. physique, dire cette exigence physique, la technique, je pense que aujourd'hui on arrive à avoir des gens qui sont très forts en France pour ça, etc. Je pense que ça ne pose pas de problème. Mais cette exigence physique, et si tu n'as pas le physique, tu n'as pas le mental, et d'avoir ce staff avec toi, des gens qui poussent cette côté compétitivité, de remettre en cause. Et je veux dire, ouais, et on parle souvent de Connors et de JF, mais ça a dû le traumatiser quand même quelque temps, hein, cette affaire. Tu Et m'étonnes. il en a traumatisé d'autres, hein, pour ceux qui aiment ça. Regardez le reportage d'ESPN sur Jimmy Connors et sa dernière en 91 à l'US Open, où il a martyrisé un certain nombre de joueurs, notamment le frère de McEnroe, Ouais. mais d'autres, Aaron Krishnain, pour ceux qui s'en rappellent, qui a été explosé parce que
c'est quand même dur, quoi. Chaque semaine, et puis quand tu perds, quand ça s'enchaîne mal, et puis des blessures, pour revenir, tu te fais mal opérer, tu reviens. Je veux dire, les mecs craquent, quoi. Tu as les colosses comme Juan Carlos, Juan Martín del Alcaraz, ouais, Potro. Moi, ouais, Joe, je suis admiratif. Le mec, il est tout le temps blessé. Et ouais, putain, il a toujours la patate, quoi. ouais. Dire, Bah, Joe, quand tu il es le disait, malade, parce que c'est malade d'être blessé, quand tu es malade, que tu vas au boulot, que tu n'es pas bien, tu eh te ben, c'est plains. dur. Mais lui, il va au taf et il sait qu'il souffre et il y va. Quand je vois Andy Murray, là, le mec qui doit souffrir, moi, je vois encore Nico Mahut, là, souffrir pour là, le Nico, le matin à 7 heures, il y est. Hein. Donc, cette exigence, il ne l'avait pas, je pense. Après, dans le business, ouais, là, je le vois bosser plus à 70 ans qu'à 25 ans. Ouais. Joe, c'est important ouais, de le préciser pour les auditeurs du podcast qui n'en ont pas assez conscience, c'est le, le milieu professionnel, du tennis professionnel, c'est apprendre à jouer avec les blessures, c'est apprivoiser les blessures, Ouais. apprivoiser la Quand douleur tout le temps surtout. blessé, ouais. Ouais, apprivoiser la douleur, Après, jouer sincèrement, avec la hein, douleur. et quand ils n'ont pas leur staff avec eux, et je pense que Joe, là où il a été très fort, c'est il s'est vite fait un staff. Ouais. Et tu vois, mais regarde les jeunes, Alcaraz, même Sinner a été blessé, là, je veux dire, à moins de 20 ans, Arthur Cazot, tu vois, c'est un bon joueur, il a été blessé, voilà. Donc, c'est super dur. Et puis mentalement, revenir, tu perds du classement, tu Ouais. reviens, tu reviens, il faut refaire. Et puis quand il n'y a pas les wildcards, tu dois refaire, tu dois demander, c'est pas simple, c'est pas Ouais, c'est simple. un milieu de fou. Non, c'est un Bon, milieu qui est très, très dur. Et je pense en toute sincérité que des gens qui sont passés par là, après, ont des après-carrières. Là, je te parle plutôt de mon métier de prof, dans des après-carrières intéressantes. ouais. Parce qu'ils ont cette côté résistance qui font qu'ils ont déjà vécu ça avec la blessure, avec la compétitivité. Et dans l'entreprise, ils arrivent à remettre, j'allais dire ça, je pense que Joe doit l'avoir, Thierry, Patrice Dominguez aussi, qu'à l'époque, je voyais, voilà, Seb qui a été vachement blessé à l'épaule. C'est ce côté-là de se dire, voilà, mais même des gens, Chris Kermode a été un bon joueur de tennis, c'est un grand dirigeant. Voilà, Arnaud Butch, je veux dire, Arnaud Butch aujourd'hui, c'est un super dirigeant dans le milieu, dans le milieu du sponsoring, mais c'est quelqu'un qui a été blessé, qui est revenu, qui a fait des exploits, et aujourd'hui qui a une super après-carrière. On en a Qu'est-ce que plein. j'aimerais l'avoir, Arnaud, sur le podcast. Oh là là. Ouais, ça serait super, hein, je Ah, ça pense. serait incroyable. Ouais. Tous les étudiants depuis des décennies de Lionel, mettez-nous un like sur YouTube, 5 étoiles sur sur les plateformes de podcast, les plateformes audio. Diffusez cet épisode à tous les étudiants que vous connaissez qui sont passés entre les mains de Lionel. Merci d'avoir pris le Ben, temps. merci depuis l'Open Euh, Trail. ouais, Et c'était un. continue à faire de la légende. J'ai pris une bonne claque économique et stratégique. Merci d'avoir partagé autant. Vraiment, Et c'était puis je hyper cool. t'offrirai un petit fondant au chocolat. Oh, beau geste. Hein? Tu te Super. rappelleras du fondant au chocolat, elle est bonne. Je m'en rappellerai. Bonne édition Allez, ciao, 2023 et ciao, puis à très merci. vite, Lionel. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.